Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de match. J'ai eu beaucoup de commentaires concernant l'analyse de simple homme. Vous vouliez absolument une analyse d'un simple homme. Du coup, aujourd'hui, je vous propose une analyse de simple homme avec différents jeux, différents matchs à thème avec mes anciens sparring, Ryan et Gabin, qui sont alors pour l'un top 50 français et pour l'autre top 150 de mémoire, tous les deux N1. Et ça va être intéressant de voir en fonction des différents jeux, les différentes stratégies qui sont mises en place, les différents coups techniques utilisés, et comme ça vous aurez vraiment une analyse différente de ce qui a été fait auparavant, notamment sur le double homme. Et malheureusement pour l'instant je ne peux pas utiliser de match YouTube pour analyser des matchs de simple ou de double parce que j'ai pas les droits sur les vidéos YouTube. C'est la BWF qui tient tous les droits sur les meilleurs joueurs mondiaux. J'ai déjà envoyé un mail à la BWF mais j'ai eu aucune réponse, donc bon, ça sera pas pour tout de suite, en tout cas les analyses de meilleurs, mais toutes les vidéos que je pourrais avoir, soit quand je vais jouer encore un petit peu, je vais jouer normalement au championnat de France vétéran, j'essaierai de filmer quelques matchs, mais pas en simple. Je vais jouer à la FKK Cup donc 2025, il y a eu la FKK Cup 2024, là où j'ai analysé le match de double homme en finale. Il y aura la FKK Cup 2025 que je vais jouer au mois de juillet, en double aussi, et il y aura, j'espère, les championnats du monde vétéran au mois de septembre. Donc il y aura, je vais pouvoir essayer de filmer un peu plus de matchs pour proposer encore plus d'analyses. Alors on est parti tout de suite avec le premier jeu à thème. Donc on part tous les trois de 0-0. Sur le premier jeu, c'est sans devant, sans derrière, donc sans la zone arrière du terrain et sans la zone avant, donc la fameuse rivière. Et on part de 0-0, on fait 3 points. Le premier à 3, ça arrête le mini-match. Celui qui a perdu sort du terrain, celui qui était sur le banc ou sur le côté rentre, et celui qui a perdu garde ses points. Donc par exemple, le premier match, je sais pas, je gagne 3-1 contre Ryan. Ryan va sortir, il a 1 point. Gabin rentre, donc vu qu'on a commencé à 0-0-0 tous les trois, et ben il a 0. On part de 3-0 et si Gabin gagne 3-0 contre moi, ça va faire 3 points pour Gabin. Moi, je garde mes 3 points, je sors, Ryan rentre et il a 1 point. Et ainsi de suite, jusqu'à 21. C'est ça le premier jeu de cette vidéo. Et ensuite, je vous expliquerai les autres jeux après. Allez, c'est parti! On est parti sur le premier match sans devant, sans derrière avec Ryan et Gabin. 0-0, Ryan contre moi. Là, je fais un smash dehors. On va remettre. Alors, là, le but de ce jeu-là, c'est vraiment d'essayer de garder l'attaque au maximum. D'accord ? On ne veut pas relever le volant parce qu'on n'a pas le droit de relever dans la zone du fond du court. Donc, si jamais on lève, c'est beaucoup plus dangereux que si j'avais eu la zone du fond du court. Donc, on veut essayer de maintenir la pression sur l'adversaire et donc d'avoir des volants qui passent proche de la bande à une bonne vitesse et qui retombent proche de la ligne de service. D'accord ? Il ne faut pas que ça retombe devant, sinon c'est faute aussi. Donc, il faut qu'il y ait une bonne vitesse et le but, c'est qu'il y ait le plus de poids possible dans le volant pour que le volant garde au maximum de la vitesse pour pas donner trop de temps à l'adversaire pour pouvoir nous fixer ou faire des feintes ou pour nous fixer en fait beaucoup plus. Donc là le but c'est de jouer rapidement, plus rapidement possible dans les zones qu'on a choisies pour empêcher l'adversaire de se préparer et donc de nous faire croire qu'il peut faire beaucoup de coups possibles et nous de pouvoir anticiper les fameux coups automatiques. Donc là c'est parti, service. Donc le service il passe bien. Ryan qui garde le filet, qui garde proche de la bande. Moi, vous avez vu, j'ai pas du tout reculé ma base après avoir servi. Je voulais absolument garder le devant du terrain, donc avoir ma raquette, prendre le volant le plus haut possible et jouer le plus rapidement possible proche de la bande. Là, du coup, j'oblige Ryan à faire un volant levé. Il me donne une opportunité d'attaque. Je suis pas très bien placé, mais j'ai quand même le choix, donc je rate. Je vise un peu trop près de la ligne, je rate. Mais voilà, c'était encore une fois. Là, c'est pareil, grosse bataille au filet où on cherche à tous les deux jouer avec de la vitesse proche de la bande. Là, il le met juste devant la ligne. Le volant, vous allez voir, il tombe juste devant. Regardez bien tous les fondamentaux dont je parle à chaque vidéo, hein. Vous voyez bien les pieds frappes simultanés, les armés qui sont forts et rapides à chaque fois que le volant part de la raquette de l'adversaire, l'analyse de la trajectoire, la précision des déplacements. Donc c'est pas juste se déplacer pour aller vers le volant, mais se déplacer avec précision pour le prendre de la meilleure façon possible, pour pouvoir bien se replacer, pour pouvoir être stable au moment du coup, pour être régulier.
Donc tout ça, c'est les fondamentaux dont je parle tout le temps et qui sont évidemment dans mes programmes en ligne, mais dont je vous parle dans chacune de mes vidéos. Donc là, il fait une petite erreur en voulant chercher justement le volant devant. Là sur ce point c'est un peu plus, alors il y a un peu de changement. Vous voyez, je vais prendre le volant beaucoup plus tard. Et ma raquette est vraiment assez basse, ma tête de raquette est assez basse, Ryan aussi. Ça c'est vraiment une chose aussi que j'ai beaucoup redit la semaine dernière sur un entraînement collectif, que vraiment il faut attendre la raquette en bas la plupart du temps, en tout cas en simple, la plupart du temps. Encore une fois, c'est pas tout le temps, mais la position de base, que ce soit en double ou en simple, c'est plutôt la raquette, la fameuse raquette dans les chaussettes. Pourquoi? Parce que c'est toujours cette zone-là qui est la plus dangereuse. C'est la zone du sol qui fait qu'on va perdre un point. C'est pas quand notre raquette est en l'air qu'on va perdre un point, c'est quand le volant touche le sol. Donc on veut protéger cette zone dangereuse et donc on veut avoir la raquette proche du sol. Après, évidemment, en fonction du type de volant qu'on va faire, si le volant il est en train de descendre, on va pouvoir monter un petit peu notre raquette, mais en simple, ça vaut pas le coup parce que si l'adversaire il fait pas un coup rapide, le volant il va pas monter et continuer à monter de notre côté du terrain. Le volant il va monter de son côté et une fois qu'il a passé la bande, il va descendre. Donc nous, le temps qu'on se déplace, de toute façon, on va prendre le volant en dessous de la bande. La plupart du temps, hein. Des fois, on va les prendre au niveau de la bande, on va le prendre assez haut. Mais c'est beaucoup plus facile de protéger la zone dure et de monter très vite que d'être en haut, de devoir descendre les trois quarts du temps pour pouvoir rejouer. En fait, vous allez perdre du temps à chaque fois sur la descente. Et donc, du coup, vous avez ce fameux geste parasite que j'aime appeler geste parasite, qui est tous les petits gestes, tous les petits détails qui vont faire qu'avant une frappe, vous allez avoir trop de choses à mettre en place au dernier moment et qui font que votre coup va être moins régulier que si vous enlevez tous les gestes parasites avant une frappe. D'accord? Que ce soit le plus fluide possible, le plus simple et efficace. Plus c'est simple, plus c'est efficace. À chaque fois, je leur dis et à chaque fois, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, raquette en bas, comme ça, au cas où, si le volant, j'avais senti qu'à la fin, parce que là, moi, je prends la décision qu'il est faute à peu près quand le volant est à mi-hauteur. L'analyse de ma trajectoire me fait dire qu'il est faute. Mais des fois, on peut se tromper et donc notre cerveau, il recalcule au dernier moment et on se dit « Ah mince, il est bon » et là, on peut le reprendre. Si j'ai ma raquette en bas comme je l'avais juste avant, je peux le reprendre le volant. Si ma raquette, elle est trop haute, impossible de reprendre le volant. Le volant, il tombe et c'est fini. D'accord? Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir la tête de raquette en bas, parce que s'il y a un changement dans l'analyse de la trajectoire du volant, donc typiquement une bande, si votre adversaire prend une bande et que ça change la trajectoire du volant, si vous avez votre raquette en bas, vous pouvez réagir par rapport à ça. Si vous allez en première intention, entre guillemets, dans votre analyse, vous analysez le volant, l'intention que vous allez prendre le volant le plus tôt possible par rapport à cette analyse, et si jamais il y a une perturbation, que ce soit un coup de vent, un coup de perturbation, pas climatique, mais en tout cas dans la salle, et qui fait bouger le volant, ou la bande qui fait bouger le volant, vous êtes foutu. Vous allez faire un bois, vous n'allez pas toucher le volant. Alors que si vous avez attendu avec la raquette un peu plus basse pour de la fixation et monté vers le volant, quand le volant il bouge, vous avez encore un temps de réaction et un temps d'analyse pour pouvoir ajuster votre frappe. Donc ça c'est très très important. C'est un petit détail, mais qui fait beaucoup de différence. Donc là, le service, vous avez vu là, typiquement, c'est exactement ce qui vient de se passer sur le service. Mon service, il prend la bande, c'est-à-dire que je touche la bande avec les plumes au moment de la descente. Du coup, Ryan, lui, il voit le volant partir de ma raquette, il analyse un certain type de trajectoire qui est parti proprement de ma raquette. Sauf que la trajectoire, elle est perturbée par la bande qui touche les plumes. Et du coup, lui, au lieu de s'adapter, il n'a pas eu le temps de s'adapter là. Typiquement, s'il avait eu sa tête de raquette vers le bas, il aurait pu s'adapter. Après, ce n'est pas du tout une erreur de sa part, hein. C'est juste que là, il avait pris l'option d'essayer d'aller prendre le volant avec tête de raquette haute et de le prendre tôt pour essayer de descendre le volant vite ou de jouer à plat. Et malheureusement pour lui, en fait, le fait que les plumes touchent la bande, ça a ramené le bouchon vers le bas plus vite que ce qu'il avait prévu et il fait une faute. Parce que du coup, il prend le volant plus bas et donc ça tombe dans la bande. Ce point-là est intéressant parce que là, je fais le choix dès le départ de lever. Vous voyez, je suis tête de raquette basse,
Je vois que Ryan, il est extrêmement haut dans le terrain. Juste avant, quand il finit son coup, il est sur le T là à peu près. Et moi, du coup, je ne veux pas jouer devant parce que je sens que c'est extrêmement... J'ai beaucoup de pression. C'est-à-dire que si mon volant passe pas parfaitement avec la bonne vitesse, je vais me faire rusher. Du coup, je préfère fixer, lui faire croire que je veux jouer au filet. Donc en gros, quand je fixe, ça veut dire que j'arme ma tête de raquette. J'attends un petit peu que le volant descende. Lui, en même temps, il avance un petit peu parce qu'il croit que je vais jouer vers l'avant. Et là, je peux trouver un petit espace avant la première ligne de fond de cours pour l'obliger à faire un smash un peu risqué. Donc là, il saute et il tape en l'air et en arrière, ce qui est un smash risqué de mon point de vue parce qu'il n'est pas très bien placé. Du coup, moi, je sais que si je défends court, je sais que je ne peux pas avoir un rush, à moins que je fasse vraiment une défense très mauvaise. Mais si je défends correctement court, je sais que je ne peux pas avoir un rush qui va venir derrière parce que Ryan, le temps qu'il ratterrisse et qu'il repousse pour repartir vers l'avant, il va mettre du temps. C'est des millièmes de seconde, des centièmes de seconde, mais c'est quand même du temps qui est important. Et du coup, je sais que moi, mon volant, je vais être plus tranquille en défense, je vais moins avoir de pression psychologique et technique pour faire un bon coup. Donc, de toute façon, je me dis jusqu'à la mort, je remets le volant. Quoi qu'il arrive, je plonge et je remets le volant. Même s'il est un peu haut, c'est pas grave. En fait, j'ai beaucoup moins de pression, donc c'est beaucoup plus facile de défendre. Et donc là, c'est ce qui se passe en plus, parce que Ryan, il tape plutôt bien. Sauf que là, vous voyez, le temps qu'il ratterrisse, au moment où il ratterrit, moi, je touche le volant. Donc, il n'a aucune chance de venir rusher, à moins que vraiment je fasse une défense qui soit hyper haute et hyper lente. Donc là, vous voyez, ma défense, elle n'est pas terrible, elle est haute. Je m'autorise même à faire un pas supplémentaire avec la jambe gauche parce que vu que je m'entraîne plus du tout physiquement, mes jambes, j'ai plus la puissance que j'avais avant. Du coup, j'ai beaucoup moins d'énergie pour repartir quand j'ai beaucoup de vitesse. Donc là, je m'aide avec la jambe gauche, je prends du temps, entre guillemets. Et du coup, Ryan ne peut pas finir sur le coup d'après. Donc il est obligé de rejouer, reconstruire. Moi, c'est pareil, je refais encore la même stratégie, je relaisse venir le volant vers le bas, j'attire Ryan vers le devant et je relève. Et à la fin, c'est moi qui fais une faute là. Alors que Ryan, il faisait un croisé, ce qui n'est pas très intéressant sur un jeu comme ça. C'est très risqué le croisé parce que le croisé, la trajectoire est plus longue. Le volant doit du coup monter, redescendre et il a plus de temps en l'air, donc on a plus de temps pour l'intercepter de l'autre côté. Et donc un croisé, il vaut mieux le faire quand on est main haute, pas quand on est en bas comme lui il était. Et du coup, moi je m'engouffre dedans, mais je fais une erreur de précision tout simplement. Je vais chercher trop près de la ligne, encore une fois, comme le smash croisé tout à l'heure. C'est moi qui fais la faute. Là, c'était intéressant aussi. Ryan a tenté quelque chose d'autre. Là, il sert. Il fait un bon service. Excellent même. Passe très vite. Croisé. Moi, j'arme. Je joue droit. Donc, dans cette zone-là. Mon volant passe plutôt bien. Et là, Ryan, on ne le voit pas trop sur le ralenti, mais tout à l'heure en version rapide, il attend pas trop que le volant arrive. Il va le chercher assez tôt et assez vite. En fait, on appelle ça le prendre en première intention. Donc, on va pas chercher à faire une fixation. On va surtout le prendre le plus vite possible pour perturber le timing, enfin pour perturber l'adversaire avec un timing de frappe différent. D'accord ? Là, le timing va être plus tôt que quand on fixe un peu plus, parce qu'on va attendre un peu plus le volant. Donc là, il le prend tôt et il cherche tout de suite à me passer autour de la tête. Du coup, il me donne l'attaque quand même si je suis assez devant dans le cours. Il me donne quand même l'attaque, il ne peut pas aller au fond du cours. Donc là, j'arrive tout de suite à armer mon coude, mon épaule derrière, tête de raquette aussi, le plus vite possible. Du coup, là, je suis en mode de fixation extrême. Je suis bien armé, bien fixé, donc lui, il est obligé de reculer sa position pour attendre soit un smash droit, soit protéger le smash croisé comme j'ai fait tout à l'heure en plus. Donc déjà, il y a aussi le côté statistique qui rentre en jeu, c'est-à-dire que Ryan sait déjà que je peux faire un smash croisé, même si je l'ai mis dehors tout à l'heure. Il sait que c'est possible de mon côté de le faire quand je suis autour de la tête. Donc, il a aussi ça en tête de se dire qu'il faut que je protège le croisé. Donc, il doit protéger le droit fort, le croisé fort. Et pour l'instant, je n'ai pas fait de reverse slice et pour l'instant, je n'ai pas fait d'amorti droit. Donc, lui, ce qu'il privilégie, c'est les deux forts. Et finalement, au dernier moment, je ralentis mon geste et Ryan est trop loin, il ne peut pas l'avoir. Donc ça, c'était une belle fixation de ma part. Là, Gabin rentre en jeu. Donc là, il y a eu 3-2, je crois, pour moi. Donc là, Gabin rentre avec 0 points. Moi, j'ai mes 3 points, donc c'est moi qui sers à 3. Là, faute de longueur de ma part. Faute de service de Gabin. Pareil, il y a extrêmement de pression au service parce que c'est des services de double.
Là, on va voir aussi quelque chose de très intéressant. Donc, il y a beaucoup de pression au service, je vous le disais, parce que c'est comme la pression qu'on a en double homme, quasiment. Hein. Vous voyez, on attend presque ligne de service. Et donc, ça force des fois les adversaires. Vous voyez, je suis assez proche de la ligne. Ça force l'adversaire à forcer un peu son service. Et Gabin, du coup, fait une erreur de précision au service, tout simplement. Là, c'est intéressant sur ce point-là. Donc, je fais un service croisé avec une bonne vitesse. Gabin trouve une belle zone, vous voyez, comme la zone tout à l'heure, sauf qu'il prend le volant en plus assez tôt. Du coup, moi, je me retrouve vraiment en raquette basse. Donc là, je fais pied frappe et je vais chercher un lob tendu, d'accord? Parce que je me dis, Gabin, il revient un petit peu au centre. Donc, je vais chercher un lob tendu pour ne pas lui donner beaucoup de temps pour se préparer, pour préparer sa frappe. Et moi, quand je fais un coup comme ça, généralement, je me prépare tout de suite. Vous allez voir, je me prépare tout de suite à une défense soit sur moi, soit sur le droit, parce que c'est les deux zones les plus rapides et c'est généralement là où les joueurs vont taper en réaction, pas en réflexe mais en frappe automatique. On va dire que ça va être là, d'accord? Là, vous voyez, il saute, il tape très mal, encore pire que Ryan tout à l'heure. Il est complètement en l'air, complètement vers l'arrière et il tape fort. Son angle n'est pas très bon en plus. C'est le fait que j'ai mis du poids dans mon volant et une trajectoire assez rapide, donc une trajectoire assez tendue, fait qu'il saute un peu trop. De mon point de vue, il saute un peu trop. Du coup, il a pas un bon timing par rapport au volant. Du coup, il rate un peu sa frappe. Il tape un peu trop haut. Il tape en plus fort. Et du coup, moi, comme je vous disais avant, je prépare, hein, c'est soit la défense sur moi, donc avec bien buste en avant, jambes fléchies, raquette armée, prise revers, et je veux défendre soit le côté, soit sur moi. Et là, je vais pour défendre et en fait, je me rends compte que le volant, il est très haut et il part très fort. Du coup, je le laisse passer et il tombe largement dehors. Voilà. Mauvaise appréciation de Gabin. Donc je pense qu'il se plaint parce qu'il pense que le volant sortait, mais de ce que je me souviens, il ne sortait pas. Mais en tout cas, c'est le fait qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps pour analyser la trajectoire de mon volant, qui s'est précipité à la sortie de mon volant, fait que derrière, il se dit « Ah, peut-être que mon volant sortait ». Mais ça, de toute façon, on ne peut pas le savoir vu qu'il l'a joué. Et en plus, il a beaucoup moins de temps de préparation de son coup, donc beaucoup plus difficile techniquement à effectuer. Donc ça, c'est vraiment la stratégie que, par exemple, j'adoptais énormément contre tous les joueurs mondiaux parce que je ne voulais pas leur laisser du temps. Je savais que physiquement, ils étaient très très forts. Donc pour empêcher les joueurs de me fixer et d'avoir du temps pour préparer leur frappe, j'essayais d'enlever du temps de leur côté du terrain. Donc comment enlever du temps? Mettre de la vitesse et du poids dans chaque volant et éviter les lobes trop hauts et les dégagements. Si je faisais un dégagement, c'était un dégagement d'attaque. C'était très très rare que je fasse des dégagements de défense. Des dégagements de défense, donc des dégagements bien hauts, bien lents. C'était seulement quand j'étais en extrême difficulté sur des anticipations que j'avais mal faites ou des coups en extrême retard où j'étais obligé de lever haut. Sinon, je m'interdisais de faire des lobes trop hauts ou de donner trop de temps à mes adversaires. Et ça marchait, c'était basé sur ça. Ma tactique de fond de jeu, c'était la contre-attaque ou l'attaque. Surtout ne pas donner l'attaque à l'adversaire. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire ça contre tous les adversaires mondiaux, c'est ma qualité de jeu sur justement cette zone du jeu au filet et de pousser. Donc là, vu qu'il n'y a pas la rivière, on ne peut pas jouer au filet. Donc je ne peux pas utiliser entre guillemets mon point fort, mais le pousser au filet, ça fait partie du jeu au filet, mais c'est une stratégie un petit peu différente. On va essayer d'amener l'adversaire à lui jouer proche du filet pour que le fait qu'il joue proche du filet mais qu'il le joue loin dans son côté du terrain, je sais que c'est assez complexe à comprendre, mais si là, Gabin par exemple, il voulait jouer le volant proche de la bande du filet, son volant aurait une trajectoire montant dans un premier temps, puis descendant dans un deuxième temps pour aller arriver proche. Et donc le fait que sa trajectoire monte au début, ça me donne du temps moi pour me déplacer et de prendre le volant haut et de fixer en plus mon adversaire. Donc je peux faire un contre-spin ou un lob tendu, ce qui va mettre en extrême difficulté mon adversaire. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui énormément les joueurs de haut niveau jouer rarement au filet et jouer beaucoup plus avec des poussées. C'est pour ça que ce type de jeu sans devant, sans derrière, c'est extrêmement important pour améliorer votre jeu en règle générale. Parce que dès que vous allez prendre confiance et avoir une régularité sur des coups qui vont vite, qui passent vite la bande du filet et qui tombent vite sur la zone où vous voulez du terrain adverse, vous allez augmenter significativement
votre probabilité de chance de gagner les points. Et là, c'est exactement ce qui se passe aussi, hein. C'est pour ça aussi que sur ce jeu-là, je peux encore largement jouer contre les meilleurs joueurs français, voire mondiaux, même s'il y a quand même un moment où physiquement je vais pêcher. Mais sur de la pure technique et régularité et stratégie, je suis encore assez bon. C'est pour ça que contre Ryan et Gabin, vous allez voir que sur ce jeu-là, je gagne encore. Donc là, vous voyez, je fais croire, donc là ça c'est une feinte. Je fais croire que je vais jouer devant, ensuite j'ouvre ma tête de raquette pour faire croire que je vais jouer droit. Donc là, il peut croire que je vais rejouer devant. Ensuite j'ouvre ma tête de raquette pour faire croire que je vais jouer sur le droit rapide fort. Sauf que dans mes doigts, dans ma main, ma prise de raquette est orientée revers. C'est-à-dire que mon corps s'oriente sur le droit. Donc c'est plus une feinte de corps qu'une feinte de raquette. C'est une feinte. En fait, je fais croire avec mon corps que je vais jouer là-bas. Sauf que ma tête de raquette, elle est orientée pour aller vers le croisé. D'accord? Donc je tourne. Donc ça fait croire à mon adversaire que je vais jouer droit. Et sauf que ma tête de raquette, elle est en train de bouger dans mes doigts pour être orientée croisée. Et c'est au moment de l'impact où Gabin s'en rend compte et vous voyez son petit jeu de pied là, c'était magnifique d'ailleurs. Il fait un beau jeu d'agilité de pied où il fait « Ah mince, je pensais que ça allait droite » et hop, il part à gauche. Mais il ne la prend pas très tellement. Ça veut dire en gros qu'il n'a pas vraiment été dans ma feinte. C'est-à-dire qu'il a juste il a bien attendu avant que mon volant parte, avant de décider où il allait partir. Il n'a pas anticipé, ce qui fait que ma feinte, j'ai réussi à avoir son revers quand même avec cette feinte, mais je ne marque pas le point. Alors que sur beaucoup d'adversaires, je marque le point en faisant cette phase. Ou ils la prennent très très tard. Là, Gabin, il le prend mi-hauteur, même plus haut que la bande du filet, donc ça va, il n'est pas trop mal placé. Et c'est intéressant aussi techniquement ce qu'il fait là comme technique. C'est une technique qui est rare, mais qui est possible à faire. C'est il fait un revers jambe gauche. Donc il vient faire une fente jambe gauche et un revers normal, classique, pour gagner du temps. Au lieu de tourner, dépenser de l'énergie, il fait revers jambe gauche. Je trouve ça très intéressant. Vous allez voir de temps en temps les joueurs de haut niveau le faire, mais c'est plus rare. Et je pense même que le futur du badminton va venir sur le gain de temps partout sur le terrain, c'est-à-dire que même au filet côté revers pour un droitier, je pense qu'on va arriver, en tout cas pour les volants hauts, pour les volants qu'on peut prendre en avance et haut au niveau de la bande ou un peu en dessous, on va, je pense, aller vers un déplacement jambe gauche et pas jambe droite comme on a l'habitude de faire, parce que tourner pour aller jambe droite, ça nous fait perdre du temps, alors que pousser jambe droite pour aller fendre jambe gauche, on va gagner beaucoup de temps. Des millièmes de seconde ou des centièmes de seconde, c'est énorme. Et en retard, je ne suis pas sûr par contre que ça soit intéressant parce que notre jambe gauche va peut-être nous embêter. Mais ça, c'est une autre discussion. En tout cas, c'est quelque chose que j'explore et que je pense que je vais travailler avec certains de mes élèves dans l'avenir parce que ça peut être vraiment le futur du badminton. Vu que le badminton, c'est un jeu où on doit gagner du temps sur l'adversaire pour mettre le volant par terre, et ben, tout ce qui peut nous faire gagner du temps, les armées, les déplacements, pourquoi pas, ça peut être une évolution. En tout cas, on est reparti sur le jeu. Allez, je vous laisse un peu profiter là ces prochains points de la bataille du jeu au filet. Regardez bien les armées très rapides de chaque côté du terrain. Ça arme le jeu de jambes aussi. Et vous regardez à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois, celui qui donne l'attaque en premier, il est en très mauvaise posture pour la phase d'après en fait du jeu. Là, sur le point d'avant, je m'en sors très bien parce que j'étais en phase de défense tout le point. Et finalement, c'est Ryan qui force un peu son coup sur le dernier. Là, ça joue beaucoup au centre, vous voyez. En fait, on ne veut pas ouvrir les angles parce que plus on joue sur les croisés, plus on ouvre les angles. Et donc, plus on offre l'opportunité à notre adversaire de venir marquer le point. Regardez aussi, ça c'est intéressant. Regardez Gabin. On va reprendre juste l'exemple de Gabin, même si Ryan et moi on est pareil. Mais regardez à quel point on est tout le temps baissé. Je vous laisse juste regarder le point et concentrez-vous sur la façon dont Gabin est buste en avant, jambes baissées, tout le point. Buste en avant, jambes baissées, buste en avant, jambes baissées, buste en avant, jambes baissées, jambe droite devant pour protéger la zone du devant. Buste en avant, jambes baissées, buste en avant. Il ne se relève pas quand il lève, il ne se relève pas après avoir fait sa défense, il ne se relève pas, Très très bien. Vous avez vu, et tous ces démarrages aussi, donc ces fameux allègements de départ, orientation des appuis, écartement du gouvernail ou des appuis pour prendre de la puissance pour partir,
Tout ça, c'était extrêmement bien géré aussi. Donc oui, ça demande du physique, mais vous êtes extrêmement stable pour vos coups et vous êtes beaucoup plus réactif sur vos appuis. Donc en fait, votre jeu va gagner énormément en précision, en régularité et donc en points gagnés et en obligeant l'adversaire à faire des fautes ou à vous donner des opportunités. Donc continuez à vous focaliser là-dessus si vous voulez sur les prochains points. Regardez aussi les armées de raquettes, les armées d'épaules, de coudes. À chaque fois, ça va très très vite pour permettre une vraie fixation de l'adversaire. La mauvaise, c'est moi qui ai fait une mauvaise analyse de la trajectoire et le volant tombe sur la ligne. Hop, il pousse bien au dernier moment et finalement, moi je pense qu'il tombe devant et il tombe sur la ligne. Ça par contre, vous voyez, tactiquement, c'est pas très bien joué de la part de Gabin. Donc là déjà, il défend super bien. Hop, très bonne défense de sa part. Je me retrouve à devoir lever alors que j'étais en bonne position avant. Et là, donc, il analyse la trajectoire, il se dit c'est sans doute faute. Et finalement, il se rend compte que c'est bon. Et là, au lieu de rejouer proche du filet, ou au moins à plat droit, il peut jouer fort, levé, croisé. Typiquement tout ce qu'il ne faut pas faire dans une situation comme ça, surtout sur un jeu où on n'a pas le droit de jouer au fond. Donc là, il va jouer fort, croisé, haut, et donc c'est impossible. Il me donne un kill shot extrêmement facile derrière. Donc surtout pas faire ce coup-là quand vous êtes en 100 devant 100 derrière, grand terrain. C'est vraiment le dernier coup à faire si vous êtes en retard. Cherchez plutôt un coup qui a un peu de vitesse droit ou centre, en essayant d'être précis au niveau de la bande, ou un coup fort droit qui monte un peu, mais au moins l'angle il est plus difficile à trouver sur le croisé pour l'adversaire. Oui, là c'est exactement ce que je fais en revers. En revers, je cherche à descendre le volant, même si je suis main basse, enfin même si je suis raquette basse en retard, je ne cherche pas à taper croisé en l'air parce que sinon je donne beaucoup trop de temps à Ryan et donc je veux juste essayer de trouver de la précision par rapport à la bande et de la vitesse. Et je pousse Ryan à faire une faute derrière. Ah là c'est intéressant aussi. Je vous remets celui-là. C'est ce dont je parle tout le temps, hein, c'est toujours les mêmes choses, mais c'est tellement important de répéter les mêmes choses, c'est toujours les fondamentaux. Si vous maîtrisez les fondamentaux, vous allez pouvoir augmenter drastiquement votre niveau de jeu. Et tous les joueurs de haut niveau travaillent leurs fondamentaux tout le temps, à chaque entraînement. Et si vous voulez progresser, il n'y a pas de secret, c'est ça. C'est le détail, ça vient avec… Une fois que vous maîtrisez les fondamentaux, vous pouvez travailler sur du détail, sur du flair, on va dire en France, sur des petites choses, des détails en gros. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence dans le jeu et dans vos résultats. Vos résultats, c'est plus vous allez augmenter le niveau de vos fondamentaux, plus vous allez être apte à faire de bons résultats, à gagner vos matchs. Et là… Vous voyez, je fais un lob croisé, donc c'est pas un super choix de ma part, mais j'avais trouvé que Ryan il était proche de la bande et en fait c'est plus une approche générale. Des fois, il faut aussi se dire, j'ai joué 90% du temps devant, maintenant mon adversaire il doit le savoir, donc de temps en temps, en fait, même si je sais que je prends un peu plus de risques en levant, de temps en temps, je dois lui mettre de l'incertitude en lui disant je peux lever aussi. Et donc même si je sais que ce n'est pas la meilleure stratégie, je vais quand même le faire de temps en temps pour perturber un peu les pistes de son côté. C'est-à-dire pour ne pas lui dire qu'à chaque fois je vais jouer devant. Sinon il peut m'anticiper. Donc là je lève. Et Ryan, donc déjà bon, techniquement, il pourrait être un peu plus propre que ça sur son déplacement, sur tourner les épaules, etc. Mais en tout cas, il est très bien armé. Mais le problème, c'est qu'il est en train d'aller vers l'arrière. Vous voyez, là, il est en train de sauter un petit peu. Il fait un petit saut vers l'arrière. En tout cas, il a les deux pieds décollés au moment de l'impact. Le volant est parti. Lui, il est complètement en l'air. Il se match droit en plus. Donc, la trajectoire la plus rapide. Moi, je suis en défense. Je fais Ah non, il se match croisé. Je refais ma reprise d'appui. Et du coup,
Lui, sa poussée, quand il atterrit, la poussée d'un smash croisé comme ça autour de la tête, c'est toujours croisé. Ça va faire croiser, croiser. La poussée automatique, on va dire, de la jambe. En plus, c'est un peu le côté dangereux. Donc, pensez bien si vous faites cette technique à remettre votre buste en avant quand vous êtes en l'air. Comme ça, vous enlevez tout le poids du haut du corps qui va arriver sur la jambe arrière. Typiquement, la blessure de Carolina Marin, toutes les blessures des croisés, ça vient de là. Ça vient de trop de puissance, trop de vitesse qui s'accumule au poids de votre corps et donc beaucoup de puissance qui arrive sur l'articulation du genou et votre cerveau lui veut revenir dans le terrain et le genou flanche. Donc pensez bien à soit ne faites pas de coups forts et rapides si vous êtes mal embarqué, soit remettez à fond votre buste en avant et pour vous aider à faire ça, vous pouvez penser à différentes choses, notamment penser à comme si à Zidane en 2006, je crois de mémoire, le coup de boule en finale ou en demi-finale, en finale je crois c'était contre, ça devait être l'Italie, oui c'est ça Materazzi. Pensez au coup de boule de Zidane et vous voulez mettre un coup de boule en même temps que vous êtes en l'air. Comme ça en fait le fait de mettre un coup de boule ça va automatiquement vous faire mettre votre buste en avant et donc enlever le poids de votre corps sur votre jambe arrière. Sinon pensez juste à, quand vous pensez à un enfant qui apprend à marcher, l'enfant, pour apprendre à marcher, il va tomber. D'accord, il ne va pas tout de suite marcher, il va d'abord essayer de mettre une jambe devant l'autre. Et quand il va mettre une jambe devant l'autre, son buste il va partir et généralement il va tomber les premières fois. Et nous, c'est exactement la même stratégie. C'est de se dire, je veux tomber au moment où j'atterris au sol. Donc pour tomber, je suis obligé de mettre mon buste en avant. Et ça, exagérez-le au maximum pour vraiment sentir que vous allez tomber. Mettez même vos mains dans un premier temps ou tombez même les premières fois que vous le faites à l'entraînement et vous allez voir la vitesse à laquelle vous allez repartir de votre coup. C'est phénoménal la différence. D'ailleurs, pour ceux qui vont essayer cette technique, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que je suis sûr que je vais avoir des commentaires. Waouh, c'est génial cette technique, je repars 2 fois plus vite. C'est normal parce qu'en fait, vous enlevez tout le poids de votre corps sur votre jambe arrière et vous êtes déjà en train de repartir vers l'avant. Donc, vous gagnez énormément de temps. Bref, ça c'était une petite aparté très technique et mémotechnique. Pensez coup de boule Materazzi ou tomber par terre comme si vous étiez un enfant qui apprenait à marcher. Donc on est reparti sur la vidéo. Donc là, Ryan a tapé en l'air, fort croisé. Donc son déplacement de retour doit être croisé. Et moi, pour casser ce déplacement de retour qui, entre guillemets, est dans sa ligne droite, je vais vous montrer là sur la vidéo, là le déplacement retour, la ligne droite, elle est là pour lui. Moi, pour casser ce déplacement, je vais jouer croisé. Comme ça, lui, il va aller droit ici, sauf qu'il va devoir faire un changement de direction pour aller sur le droit de son côté, hein, mais pas dans sa ligne droite, entre guillemets. Et du coup, il va perdre énormément de temps et je risque soit de marquer le point, soit d'avoir un adversaire qui va être en position d'extrême retard. Donc là, croisé, ma défense a de la vitesse évidemment. Vous avez vu la vitesse à laquelle Ryan revenait sur sa ligne droite à lui, donc sur la ligne croisée en gros. Et hop, au moment où il revient, il se fait non, le volant il est parti sur le croisé. Donc là, le changement de direction n'est pas très bon non plus d'ailleurs techniquement. Mais du coup, il se retrouve en extrême retard. Bon, il touche le volant, mais il n'arrive même pas à le remettre. Voilà, c'est exactement ça les dangers de taper en l'air. Après, évidemment, il faut que votre adversaire il fasse une bonne défense, etc. Donc, ça dépend de votre niveau, mais essayez d'être juste stratégiquement parce que là, c'est pas que une erreur stratégique, c'est aussi une erreur fondamentale pour éviter la blessure. Comme je vous l'ai dit avant, c'est là où tous les ligaments croisés, enfin la plupart des ligaments croisés se font, que ce soit côté cou droit ou côté revers, là, autour de la tête, ou côté coup droit. Ça s'est vu aussi plusieurs fois, notamment Léa Palermo, une joueuse française, qui s'est fait les croisés de l'autre côté, en sautant saut chinois côté coup droit, ratterri mal avec beaucoup de poids sur la jambe arrière. Et c'est une combinaison de facteurs, évidemment, c'est pas que atterrir sur la jambe avec tout le poids, c'est aussi le fait peut-être que vous n'êtes pas assez musclé ou que vous êtes fatigué ce jour-là. Il y a plein de raisons qui peuvent être cumulées pour pour arriver à une blessure comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la technique n'aide pas. Si vous avez une belle technique, c'est impossible de se blesser. En tout cas, pas gravement. Allez, on est reparti. Ah, c'est encore pareil, vous voyez, Ryan, il saute, il tape en l'air, il ratterrit au sol. Moi, le volant, il est presque arrivé chez moi. Donc là, tout à l'heure, il avait tapé plus fort. C'est pour ça que quand il a été au sol, le volant était déjà dans ma raquette. Là, il a tapé moins fort. Il a fait une feinte de smash amorti. Du coup, le volant, il n'est pas encore arrivé, mais je suis en bonne position, entre guillemets. Moi, je n'ai pas peur de ce qui va se passer derrière parce que le temps qu'il revienne, mon volant là, vous voyez, il monte encore, comme tout à l'heure. Il monte.
mais il n'a pas le temps de revenir pour me killer. Donc c'est pour ça que je peux aller même, j'ai fait presque une pompe là, j'étais à la mort, à la ramasse à mort, mais j'ai pas peur de ce qui va se passer derrière. Là bon, il arme, il me fixe, mais il est plus aussi haut, il peut plus me faire un kill, je peux toujours avoir le volant derrière. Là je reprends le volant. Bon, à l'arrache, je suis pas bien là. J'avais pris la mauvaise option de prise de raquette. Et là, après, bon, il finit. Mais il aurait pu m'avoir en 2 coups au lieu de 3 coups là. Ah, c'était bien joué là de sa part. Vous voyez le bon lob qu'on joue mi-court, enfin pousser, pousser, pousser. Ça fait du droit, du croisé. Il y a toujours une assez bonne vitesse au niveau de la bande. Et à un moment, moi, je monte un peu ma base. Derrière, hop, il prend un bon lob et ça me surprend un peu. Et après, je fais une faute. Il me pousse à faire une faute. C'est bien joué. C'était grosse bataille aussi entre les deux là au filet. Et, vous voyez, on voit bien la différence en plus entre les fois où les joueurs jouent en première intention. Donc là, Ryan et Gabin, quand ils jouent en première intention, bah là c'était typiquement première intention avec une ouverture de raquette au dernier moment, mais c'était pas très fixé. Alors que quand c'est fixé, vous les voyez, bah là c'était bien fixé de la part de Gabin, là c'est bien fixé de la part de Ryan, là bien fixé aussi encore une fois. Là c'était la première intention, il ouvre vite sa tête de raquette, il vient jouer en première intention. Et c'est assez marrant de voir justement ces différences, de comprendre comment elles s'effectuent et d'essayer de les travailler à l'entraînement. Alors là, c'est côté stratégique. Donc là, Gabin doit perdre contre Ryan, je pense. Ah, c'est pareil, vous voyez exactement la même chose que tout à l'heure. Gabin fait un smash côté revers. Bon, déjà, faire un smash côté revers, c'est difficile. Mais en plus, là, il le fait. Donc là, il fait un bon premier revers. Bon, il est pas en pied frappe, il est en frappe pied. Donc il se met en retard pour le coup d'après. Parce que son volant part, lui, il n'est pas encore en train de se replacer. Il n'a pas posé son pied pour se replacer. Là, Ryan, il le fixe bien. Il la tire vers l'avant. Gabin, il se retrouve à retourner un peu au centre. Là, il repart. Il n'était pas trop retourné. Du coup, il se dit il peut l'avoir en interception. Il va le chercher en l'air. Smash croisé en l'air, bon, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, Ryan, il n'a plus qu'à défendre droit. Et là, le temps que Gabin se replace, etc., comme tout à l'heure, quand on tape en l'air, hein, à chaque fois on perd du temps, et ben, il se retrouve complètement en retard, il n'arrive pas à remettre le volant. Donc là, c'est assez intéressant stratégiquement. Regardez, donc je rentre dans le terrain, donc je ne connais pas le score, vous allez le savoir parce qu'on va, en édition, on va remettre tous les scores après. Mais pour l'instant, moi, quand je fais l'analyse, j'ai pas le score, j'ai pas le son. Mais du coup, là, moi, je rentre. Donc 0-0, on va dire. 0-0, c'est le premier à 3 entre nous deux. Donc là, 1-0 pour moi. 2-0 pour moi. Donc là, 2-0 pour moi en 5 secondes, 10 secondes peut-être. D'accord? Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Stratégiquement, je sais que j'ai un avantage énorme sur mon adversaire psychologique parce que je viens de marquer 2 points en 10 secondes. Et ben, je vais prendre le volant, je me mets tout de suite prêt à servir pour enchaîner, pour le laisser entre guillemets. C'est comme si vous aviez la tête de quelqu'un sous l'eau et que vous vouliez lui garder la tête sous l'eau. D'accord? Ne lui laissez pas reprendre de l'air et reprendre son temps, reprendre de l'énergie, penser à autre chose, évacuer un peu les 2 points qui viennent de passer parce que ça fait mal en 10 secondes. Et donc, gardez-lui la tête sous l'eau. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je m'apprête à servir et je sers très vite. Et là, Ryan, lui, est malin, il laisse sa main levée. Donc c'est bien joué de sa part parce que sinon j'étais encore dans mon momentum et là, il casse un peu mon momentum. Bien joué. Ça m'énerve un peu, mais ça va, c'est le jeu. Hein. Ouf, il avait fait une belle feinte. C'est dommage, il met son volant dehors, mais en tout cas, elle était bien effectuée. Et il tape un peu trop fort. Sinon, il avait bien fixé droit. Moi, je suis parti. Et là, il vient rechercher derrière pour aller chercher le croisé. Allez, je vous laisse un peu profiter. Vous voyez,
je pense, hein, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais regardez mon revers là. Donc là il lève, regardez là mon revers, j'arme très très vite et hop, moi comparé à Gabin tout à l'heure, je suis en train de mettre mon pied au sol. Donc je fais un pied frappe et donc ça fait toute la différence par rapport à Gabin tout à l'heure qui se retrouve à pas pouvoir aller chercher le volant là-bas derrière. Moi même sur une belle défense croisée de Gabin, je suis déjà en train de repousser là. Vous voyez, le moment où il touche le volant, je suis déjà bien replacé, jambe droite devant, donc j'ai plus qu'à armer, à me déplacer et à faire ma fente. Ça, c'est la différence entre un pied frappe et un frappe-pied. C'est énorme. Vous allez être beaucoup mieux placé pour ce qui va se passer après. C'est ce qu'on appelle le fameux coup d'après. Pensez au coup d'après. Toujours, toujours pensez qu'il va y avoir un coup d'après. Même quand vous pensez que vous allez gagner le point sur un coup facile, il ne faut jamais faire ça. C'est souvent là où on va faire des erreurs faciles. Quand on est ligne de service et qu'il y a un volant hyper haut et qu'on se dit ah c'est bon j'ai gagné le point et qu'on ne fait pas attention techniquement à ce qu'on fait, on fait une erreur. Ça arrive très très souvent, même chez les joueurs de haut niveau. Parce que c'est vrai que c'est tentant de se dire bah c'est bon c'est facile, je vais gagner. Regardez, re-regardez du coup pay attention comme ils disent en anglais, donc payez votre attention parce que l'attention ça coûte cher. Donc merci encore pour tous ceux qui regardent ces vidéos, vous me donnez votre attention pour apprendre à progresser au badminton, apprendre les fondamentaux, apprendre les astuces, les techniques, plein de conseils que je peux vous donner. Donc merci pour votre attention et du coup j'attire votre attention sur le jeu de jambes des joueurs. Regardez bien, jambe droite devant la plupart du temps pour protéger cette zone et pour être fort vers l'avant du court. Bas sur les jambes, buste en avant la plupart du temps pour pouvoir partir vite encore une fois vers la zone avant. Et quand ça lève, hop, vous allez voir le buste partir vers l'arrière au moment où le volant part. Pour aller vite, encore une fois, pour mettre le poids du corps vers l'arrière, pour nous donner de la vitesse. Et ensuite, par contre, quand vous allez revenir vers l'avant, pour penser à remettre votre poids du corps vers l'avant. Donc là, du coup, j'imagine, en tout cas de mémoire, je crois que j'avais gagné le jeu. Donc là, tac, tac, voilà. Là, je crois que je gagne le jeu là-dessus. Et c'est Gabin qui perd le jeu. Donc, le fameux cul rouge. Hein. Voilà, tout le monde le connaît. Les Français, en plus, on est les plus... on fait partie de ceux qui tapons le plus près. Donc, c'est première ligne de service du fond de cours jusqu'à la rivière. Donc, ça peut faire très mal. Mais c'est un bon jeu qui emmène du stress pendant nos matchs. Et qui nous amène à nous mettre en état comme si on était en compétition. Donc c'est très intéressant quand même. Si c'est un jeu mais qui n'amène pas vraiment de sanctions, alors ça peut être tout, hein, c'est pas forcé d'être une sanction physique, ça peut être une sanction autre, ça peut être financier, ça peut être une boisson, ça peut être autre chose. Ça apporte un stress supplémentaire qui rappelle le stress que vous allez avoir en match. Donc c'est intéressant de s'entraîner sous ces conditions-là. Mais du coup voilà, le match est fini. Pour la suite de la vidéo, on enchaîne avec un nouveau match avec Ryan et Gabin. Avec le même système de points, mais des règles de jeu différentes pour le terrain. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je ferai une partie 2 avec le nouveau match. Donc pour ça, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et bien sûr, à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez plus de contenu similaire. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.